azul fell-awen. Ass-agi newwi-d yiwet n tinebgi lḥerma ɣur-neɣ d Lucien Bruce, taṛumit, tamasurt, d nettat i iqedcen aṭas ɣef tutlayt n tmaziɣt. Tura sin bungalen, sin li livr anida aɣ-d-sefhem ass-agi iwacu tura d ayni i tura daxel. Uqbel ad as-fkeɣ asawaḍ, ad rreɣ tajmilt i li Père Blanc n Tizi Ouzou إذا غادي نشدن إذا غيف كان أمكان أساقي وفنجي نخدم أساقي قلا ذي لا بيبليوتيك لو فيجي لي بير بلان هذا سنيني ثنمير طم قرانت إمي إذا غيف كان أمكان أجي وتعطي لها رمز ليا في اللون السوترا ذي لوسين بروش إيواكني للتيلي نوت دويال تي في هذه السنين أنت إطنطو ثياجي إيقورانا في ثمازيغ ثنمير أزول في اللون. Moi, comme il a dit, je suis une sœur blanche. Dans un an, c'est-à-dire 2013, je fêterai, si on peut dire ça, fêter 60 ans en Algérie, en même temps que 60 ans d'engagement religieux. Je suis donc arrivée en 1953, au mois de mai, et je n'avais encore aucun engagement. Je désirais être sœur blanche, mais je voulais d'abord voir comment ça se passe dans une vraie communauté et non pas dans une maison de formation où on est un grand nombre. Ce n'est pas la vie réelle. Et on m'a envoyée dans un endroit que je n'oublierai jamais, dont je suis tombée amoureuse, Warzen, au-dessous de Taourej Fatmungelet. J'ai, dès mon arrivée, sortant du bateau, pris le car, toute seule, j'avais 22 ans, pour aller à cet endroit que je ne connaissais pas. C'était très étrange. J'étais seule femme dans le bus à cette époque-là. Et je croyais que quand j'arriverais à Tizi Ouzou, j'étais déjà très fatiguée par le bateau, j'étais arrivée. Eh bien non. Le soir même, il est encore assez tôt, vous allez partir pour Warzen. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'école de Warzen à 5h30 du soir. Les enfants étaient partis. Et la sœur qui m'a accueillie a dit « Ah bon, c'est la jeune sœur que nous devions avoir demain. Ah ben, c'est très bien, on ne vous attendait pas aujourd'hui. Mais comme ça, demain matin, vous pourrez commencer à faire la classe. » Voilà mon introduction en Algérie. Je ne savais pas devant qui j'allais me trouver, mais je me suis trouvée devant des filles entre 12 et 15 ans. C'était des classes spéciales qui prenaient 2 heures par jour les jeunes qui apprenaient le tissage à l'ouvroir, ce qu'on appelait l'ouvroir. C'était l'atelier, où on faisait à peu près les mêmes productions que nos voisins d'Haïti. Donc, bien, après 6 mois, j'ai été admise, et j'ai trouvé que c'était une faveur, à mon engagement comme sœur blanche pour une année. Et j'ai dit, je ne repartirai pas. Akli. Et donc, j'avais une petite pratique, j'avais le baccalauréat, j'avais une petite pratique de la pédagogie, j'avais fait des stages chez les sœurs chez qui j'avais fait mes études secondaires. Et donc, c'était 1 an avant le déclenchement de la Révolution. Et donc, j'ai vécu sur place tous les aléas et tous les espoirs de cette période. J'ai fait un peu le tour de la Kabylie, ce qui m'a permis d'apprendre oralement des variantes qui m'ont enrichi, je ne dirais pas qui m'ont paralysé, au contraire, qui m'ont enrichi dans la connaissance des différentes façons de prononcer ou même de construire des phrases. J'ai été donc à l'Arbana Thirasen, à Bounouah, à Irilali, à Zazga, à Tienni. Tout ça fait, disons, une accumulation de richesses. Et nous étions un groupe assez important où il y avait pas mal de jeunes et on n'avait pas l'impression qu'on avait à nous protéger, qu'on était en danger,
on a vécu notre vie normalement. On a eu à protéger des femmes, ça c'est vrai, hein, qui venaient, par exemple à Benieni, qui venaient au dispensaire alors qu'elles n'avaient rien à y faire, mais pour échapper aux descentes de l'armée. Pareil aux Ouadia, où je n'ai passé que quelques temps, mais là c'était beaucoup de femmes qui se réfugiaient, même dans la cour simplement. Et une sœur, pendant que j'étais là, l'armée voulait rentrer et la sœur a dit « vous me passerez dessus ». C'était ça notre vie avec la Révolution. J'ai donc fait en dernier la classe à Tienny jusqu'à l'année 64-65. Là, on avait vécu l'enthousiasme et l'élan des espoirs que donnait l'indépendance, qui, peu de temps après, sont quand même retombés. Mais ça avait permis de faire pas mal de choses, de sortir avec des camionnettes, d'aller dans la montagne, d'aller à la rivière. On respirait, quoi. Et on se rencontrait, ça c'était une richesse aussi, on se donnait rendez-vous à la rivière en bas, et les filles des Ouadia venaient, et les filles de Takmoun venaient, et les filles de Fort National venaient, et les filles de Djema ne sont venues qu'une fois, c'était trop loin. Et là, on passait, avec les femmes qui nous accompagnaient pour porter les repas, on passait des journées exceptionnelles. Et en 64-65, il y a eu le décret d'arabisation. Il fallait donc enseigner, même dans nos écoles privées, au moins commencer à enseigner l'arabe. Les filles étaient assez réfractaires à Tienny. Hein. Non, c'est trop difficile, on ne veut pas, tatati. Bon, j'ai dit c'est simple. Pour voir si c'est vraiment difficile, je vais y aller, je vais apprendre. En 65, j'ai donc commencé à apprendre l'arabe littéraire. Et en 70, j'ai passé la licence en étant inscrite à la fac d'Alger comme auditrice libre pour la pratique et à Aix-en-Provence pour le travail en profondeur. Et c'est là que j'ai obtenu la licence, la maîtrise et le 3e cycle de linguistique. Ce qui m'a donné confirmation dans l'orientation qu'on m'avait donnée et que j'avais prise volontiers d'approfondir l'étude de la langue pour être en mesure de transmettre. Apprendre la langue kabyle, tamazirt, mais sous sa forme sakwaïlit, ce n'est pas donné d'avance. C'est un système phonétique difficile, plus complexe que l'arabe, c'est-à-dire qu'il y a toutes les difficultés de l'arabe pour les personnes étrangères, les gutturales, les emphatiques, et en plus, toutes les vélaires et tout ce qui est prononcé au palais avec, non pas comme dans les autres langues, l'occlusion, mais en laissant passer de l'air, comme ouais. Voilà des difficultés qui sont bien plus grandes encore que pour l'arabe. Et quand les sons sont agencés de telle sorte qu'il y a en contradiction pour des occidentaux qui ont la sensation que c'est tout pareil, c'est pareil. Sauf pour les Allemands où le re est vraiment, et pour les Espagnols où le re est différent du re. Mais le re n'existe pas. Et pour des locuteurs français, c'est tout pareil. Quant au he, n'en parlons pas, pour faire la différence au même endroit entre he et alors ce sont des acquisitions pour lesquelles il faut avoir acquis une compétence pour pouvoir faire produire ces sons sans trop d'efforts. C'est ce que je me suis appliquée à faire au début, c'est-à-dire axer pour se faire comprendre sur la phonétique. Il ne s'agit pas de mémoriser des textes et des phrases si on les dit mal. Donc, ne jamais abdiquer pour la répétition sur une prononciation défectueuse. Et ça m'avait amené, même avant d'apprendre l'arabe déjà, à participer
à l'élaboration de la méthode Tizi-Pouchen, qui remonte aux années 58, les premiers essais. À ce moment-là, la pédagogie ne proposait pas les moyens audiovisuels que nous avons maintenant. Nous avions composé des illustrations avec des images découpées dans les revues et floquer ces images pouvait coller à un tableau de feutre. C'était la technique de cette époque-là. Puis, les moyens audiovisuels étant à la disposition des compositeurs ou des élaborateurs de méthodes, en 70, ça a beaucoup évolué, 70, 71, 72, nous avons eu la première réalisation complète, 40 dialogues. Or, en 87, avec toutes les révisions possibles, diapos pour pouvoir passer les diapos, enregistrement des dialogues et des exercices structuraux, composés un peu à la manière américaine, mais avec cette différence qu'on part toujours de la situation du dialogue. Il s'agit toujours de communiquer, pas de produire des exercices grammaticaux. Donc, tout ceci a constitué un corpus qui a été repris en main par Madeleine Alain au moment où on nous a demandé, ceux qui nous connaissaient, on nous a demandé de mettre tout ce travail, si c'était possible, à disposition des familles des émigrés qui voulaient que leurs enfants ne perdent pas leurs racines. C'est donc à ce moment-là que la première édition est sortie aux éditions d'Édit Sud par l'imprimeur Chaudoreille, Monsieur Chaudoreille, et puis, quand le livre est paru, il n'y a pas eu le nom de Madeleine, ni le mien, ni de personne. Mais à cette époque-là, Madeleine avait gardé, comme on dit sous le coude, la deuxième partie, c'est-à-dire de la leçon 20 à la leçon 40. Et c'est ce que nous avons repris avec la collaboration du HCA et beaucoup de lenteur, avec une réadaptation de l'écriture grâce à M. Lasseb, avec la volonté de simplifier l'écriture au maximum. Quand je dis simplifier, c'est vraiment une simplification qui permet à l'étudiant, qu'il soit amazirophone, débutant, ou qu'il soit étranger, de faire attention à l'écriture dans ce qui est important. Quelquefois, même dans les livres d'enfants actuellement, vous pouvez avoir toute une ligne, tous les mots reliés par des traits d'union. Or, le trait d'union ne se conçoit que si les unités ne peuvent pas fonctionner autrement qu'attachées. Si elles peuvent fonctionner attachées aux mots précédents, on les attache. Si elles peuvent fonctionner isolément, on les isole. Ce qui facilite quand même bien la lecture et même la visualisation de la structure de la phrase. Ça, c'est une option nouvelle avec M. Lasseb. Donc, tous les textes qui étaient déjà prêts, il a fallu tout réécrire. Avec les conventions que nous avions adoptées, c'est moi qui ai fait tout ce travail sur mon ordinateur. Et je ne suis pas, à mon âge, je ne suis pas une spécialiste de l'Internet et de l'audiovisuel et du web, ou de tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même réussi à présenter les choses de telle sorte que même pour les exercices structuraux, même s'il y a de la place, c'est la clarté qui est, disons, importante pour les débutants. Comme c'était pour la première partie, le livre comporte un lexique et un petit précis de grammaire, souvent avec des tableaux. Il n'en faut pas plus pour guider l'apprentissage. Et donc, pour finir, ce gros travail, je dis gros parce qu'il est gros comme livre, mais il est gros dans le temps et il est gros comme contenu, était difficilement présentable à une maison d'édition. Pourquoi? Parce que ça revenait trop cher.
D'abord, on a exigé, contrairement à la première publication où les images sont en noir et blanc, que toutes les images soient en couleur pour faire reconnaître effectivement la couleur locale, mettre dans l'ambiance, travailler sur du beau, travailler en jouant, travailler comme du théâtre. Ça, c'est très important en pédagogie. Et donc, la couleur est un élément qui fait passer le message. Hein? Donc, pour la première partie, il a été difficile de faire toutes les images en couleur, bien qu'elles soient réalisées, grâce à la collaboration de mon informaticien, disons, dévoué et infatigable, car toutes les images originales avaient été fournies au moment de la première publication et on ne voulait pas nous les rendre car elles sont propriété de l'éditeur. Nous avons donc travaillé sur les diapos pour restituer à partir des diapos qui avaient été prises pour l'enseignement les images de départ. Il a fallu en corriger pas mal parce que ça ressortait mal, les traits n'étaient pas assez précis. Ça a été le travail de Hamza Ould Mohand. Pour la deuxième partie, comme on avait les dessins originaux sur calque, ça a été facile de scanner, de rectifier un tout petit peu les traits précis du visage, mais le travail a été facilité énormément. Donc, on ne pouvait pas admettre qu'un éditeur nous propose du noir et blanc. Et j'ai eu la chance d'être, disons, prise en amitié et appréciée dans ce travail par Monsieur El-Hashimi Assad. Et il a proposé de faire une première édition dans le cadre, une édition non commerciale, dans le cadre des presses du festival du film Amazigh, avec une aide de l'ONDA. C'est pourquoi, obligatoirement, la couverture porte ces deux sigles. Donc, ce qui est proposé à la vente, pour que nous récupérions un peu nos fonds, pour pouvoir continuer le travail sur le CD, car le CD va accompagner ce livre, et le CD va animer les images. C'est un gros travail, et il fallait acquérir d'autres logiciels. Sinon, on ne peut pas publier des logiciels piratés, on ne peut pas publier. Hein. Donc, ma part et celle de Hamza ont été tamponnées par la Bibliothèque nationale, et c'est ce quota que j'ai le droit de mettre en vente. C'est très intéressant parce que, autrement, on est vraiment un peu ligoté. Hein. Nous, on n'a pas eu la subvention de l'ONDA. C'est l'impression qu'il a eue. Voilà. Donc, on avait dit qu'on commencerait par présenter les tatouages, mais comme j'ai commencé par présenter ma vie, elle débute avec ça. Et ma vie, elle est toute là-dedans. Pas toute, parce qu'il y a les relations d'amitié qui ne sont pas là-dedans et qui sont très précieuses. Donc, ce travail est arrivé à un bon moment. Il est sorti juste pour le salon du livre Amazigh et il a été présenté dans ce cadre. Publiquement, il n'a pas encore été présenté comme nous le faisons ce soir. Car pour l'émission qui a été faite à Canal Algérie, il s'agissait de la deuxième publication. Est-ce qu'on peut y passer? Ou bien il y a des questions qui restent en suspens là-dessus? C'est-à-dire qu'avant de passer au deuxième livre, la question s'impose d'elle-même. Sachant que vous n'êtes pas spécialiste en anthropologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière très brève la beauté et identité féminine? Ce projet est venu en fin de mon parcours, je peux dire, même si j'en ai d'autres, ce projet m'est venu de quelque chose que j'avais mis dans un carton
et qui était un héritage d'une sœur infirmière qui s'appelle Eliane Ocre et qui avait fait toute sa vie au Sahara, infirmière de la Croix-Rouge, et qui était sœur blanche aussi. Je dis qui était parce qu'elle est décédée d'un cancer. Et Eliane, dès son arrivée à Tougourt, c'était son premier poste après l'obtention de son diplôme, elle était très sensible et elle était artiste. Donc elle a été frappée par les femmes qui venaient à l'hôpital des alentours de Tougourt, qui portaient des signes sur le visage, chose nouvelle pour elle. Donc elle demandait aux femmes, est-ce que tu permets que je dessine ce que tu as là? Si elle disait non, elle ne le faisait pas. Très respectueuse. Mais si elle voulait bien, elle prenait un papier, n'importe quoi qu'elle avait sous la main, un revers d'ordonnance, vous voyez un peu le griffonnis du médecin, un revers d'ordonnance, un petit bout de papier presque buvard, et ce sont des papiers qui peuvent être détériorés facilement, au crayon, à l'encre, et elle dessinait souvent des deux côtés, vous voyez, souvent des deux côtés du papier. Et elle dessinait ce qu'elle relevait effectivement de ce qu'elle voyait. Ceci est resté, quand elle a été malade, dans une pochette, pas celle-là, une autre, et comme on était très amis, au moment où elle était très très mal, elle dit, il faut que je débarrasse tout ce que j'ai ramassé, que je laisse pas ça aux sœurs, elles ne sauront pas quoi en faire. Et elle m'a montré ce qu'elle voulait jeter. Je lui dis, Eliane, c'est pas possible. Ça se fait plus, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine culturel, tu ne peux pas jeter. Alors, dans les moments entre une chimio et une autre, dans des moments où elle était en forme, elle a tout repris, tous ces petits papiers, et elle les a refaits sur calque, vous voyez les petits morceaux de calque, sur calque pour que ça ne se détériore pas. Et c'est ce trésor qu'elle m'a remis l'année avant sa mort. Moi, j'ai mis ça dans un carton et je travaillais à ce moment-là au Glycine. J'étais très prise par l'enseignement et la formation des monitrices pour l'enseignement de l'arabe parlé algérien, pour lequel j'ai fait aussi en collaboration une méthode comme celle-ci. Et j'ai laissé dormir ça. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui accepte de mettre ça au jour, hein, qu'on ne le jette pas. Je n'ai trouvé personne. J'ai dit, bon, ça me tombe dessus, je vais le faire. Quand j'ai pris ça en charge, je ne me suis pas rendu compte de quel travail je me chargeais. Parce qu'il s'agissait sur des grandes feuilles qui étaient déjà avec beaucoup de dessins, de redécouper et d'essayer d'en faire un classement, sans détériorer ce que Eliane elle-même avait écrit. Il y avait des notations très précieuses à chaque dessin. Donc, le classement déjà, Tougourt, Biskra. Ensuite, de ce qui a trait à Biskra, les visages entiers et d'autres détails qui sont dits dessinés à tel endroit ou à tel endroit, avec le nom. Le sens n'est pas forcément lié au nom, on va voir. Et j'ai fait la même chose pour Tougourt. Une fois que ce dépouillement et ce classement a été fait à travers les papiers, je me suis dit maintenant comment je vais commencer. Je vais commencer par demander à quelqu'un de compétent de me scanner tout ça. Et ce sont ces documents exactement comme je les avais classés qui ont été scannés et réduits au format qu'imposait l'imprimeur, l'éditeur. Et tout ce travail fait par Hamza. Avec la numérotation, pourquoi la numérotation? Elle n'existe pas là. Pourquoi la numérotation? Parce que quand j'ai commencé à écrire un texte d'explication du sens, de la signification, je renvoyais, voilà, je me référais, et plusieurs choses renvoient à des planches différentes, puisque plusieurs dessins se trouvent sur le visage, et qui renvoient
à des notions différentes. Donc mes renvois devaient correspondre à la notation qui était faite sur les planches. Ce que j'ai appelé planches, ce sont les dessins originaux. Ce que j'ai appelé annexes sont de sources différentes, d'autres études pour montrer les concordances. Mais je dis d'où ça sort, c'est évident. Et donc, une fois que ce classement a été fait, que la mise en page a été faite, il fallait trouver quelqu'un qui est intéressé avant de commencer à écrire. Et un ami qui connaissait bien Hamza s'est trouvé là et je lui ai montré ce que je faisais. Il a dit, personne d'autre ne doit s'occuper de ce livre, c'est moi. J'ai dit, vous savez, vous allez être dedans au niveau de... Ça ne va pas se vendre. C'est très spécialisé, ça va intéresser qui? Il m'a dit, ça m'est égal, je le prends. Et en fait, on voit bien que ça intéresse beaucoup de monde, même des non-spécialistes. Hein, parce que ça rejoint effectivement un pan de notre histoire et quelque chose qui sort de loin de l'humanité, pas seulement de l'Afrique du Nord. Et donc, à partir de là, j'ai dit pour la présentation, je n'ai pas commencé par une introduction, je vais essayer de tirer les noms qu'elle a mis quand il s'agit de désigner ce qui est dessiné. C'est là que moi j'ai introduit, à côté de ce qu'elle avait relevé, les dénominations, j'ai introduit l'écriture en arabe pour ceux du désert que ça intéresserait. Ça, c'est un travail spécial à moi. Hein. C'est pour ça que vous trouvez, et ça a été bien repris, que vous trouvez l'écriture arabe pour ce qui est des dessins qui avaient des noms. Car il y a des dessins qui n'avaient pas de nom. S'ils n'ont pas de nom, on essaie de les désigner par leur forme. C'est donc comme ça que j'ai classé éléments géométriques simples et symboles élaborés, et leur désignation. Et après, il fallait trouver le sens. Et donc faire un peu d'histoire, un peu de géographie, hein, et aller à la recherche de ce que représentaient les noms qui étaient donnés. Or, le nom le plus fréquent du dessin qui se fait sur le front, et en général uniquement sur le front, je n'ai trouvé qu'un cas où une femme s'est fait dessiner ce signe qui d'habitude est sur le front, sur le bras. Et il est mis en évidence, la femme existe toujours, et il est mis en évidence dans les photos. Les photos ne sont pas d'époque. À cette époque-là, les sœurs n'avaient pas d'appareil, et ce n'était pas non plus notre but de prendre des photos des femmes. Hein. Donc, ces photos m'ont été données juste à la fin de mon travail par des amis qui ont photographié leur grand-mère ou leur tante. Ou, voilà. Et ça, c'est une jambe. C'est beau. La palme sur la jambe est magnifique. Bon, sans commentaire. Donc, ces photos, d'ailleurs, corroborent exactement ce qu'elle a dessiné, même à gros traits. Voilà, des photos de dames qui sont encore vivantes, mais des photos de quand elles étaient jeunes. Et ces tatouages sont indélébiles, donc elles les ont toujours. C'était ça qui était intéressant, de pouvoir confronter ce que j'avais réussi à placer, à nommer. Et puis je me suis rendu compte que dénommer un dessin, ce n'était pas dire son sens. Parce que même pour une femme, dans son univers, un jour ou un mois, elle va appeler ce dessin d'un nom. Une autre fois, elle va l'appeler d'un autre nom. Par exemple, elle va appeler un dessin qui pour vous peut représenter un oiseau. Elle va l'appeler abeille. Un temps après, elle va l'appeler, qu'est-ce que c'est ce dessin? C'est un oiseau. Un temps après, elle va l'appeler d'un autre nom. Et vous vous dites, mais quel rapport y a-t-il même dans la tête de cette femme? Eh bien, le rapport, c'est que tout ça s'abole. Et donc, c'est un appel à la liberté. Dans la tête de la femme qui fait ce dessin, quelle que soit l'appellation du signe, son désir est le même.
Et j'inscris profondément dans ma peau ce que je suis et ce que je veux. C'est ça, le tatouage. Ce que je suis, c'est l'appartenance. Ce que je veux, c'est aussi ce que je suis et ce que je veux devenir. Et donc, j'ai fini par trouver, par des petits papiers qu'elle avait laissés avec ça sur des dos d'enveloppe, quelquefois sans référence, vous voyez son écriture, sans référence avec un dessin particulier. Mais je disais, mais ça se rapporte à quoi? Ah, voilà. Le senti de la femme, c'est très important. Par exemple, je dis l'exemple de la croix. Imaginez-vous que partout, dans les tapis, dans les poteries, dans les peintures murales, dans les broderies, de toutes ces régions, la croix, qui n'a pas de nom, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle croix, c'est l'axe vertical et l'axe horizontal se croisant à égalité. L'équilibre parfait, l'harmonie du monde. Si je l'entoure d'un rond, je lui donne l'extension de toutes les directions. Si je l'enferme dans un carré, ce qui est possible aussi, je dis la finitude. J'exprime la finitude. Et si je la laisse à l'air libre, j'exprime la plénitude. Comment je peux trouver ça expliqué ailleurs? D'abord, je parle du senti de la femme. Je ne le ferai que pour un exemple. Pour le senti de la femme, c'est elle vient une fois et elle revient 2 ans après. Et Eliane avait relevé, elle était dans le dossier, et elle avait relevé un certain dessin. Quand la femme revient, elle lui dit « Ah tiens, tu as fait un nouveau dessin sur ta joue là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et la femme lui dit « Tu comprends pas? Je suis heureuse, j'ai eu un garçon. » La croix ne veut pas dire un garçon, c'est autre chose. Le premier mot, c'est ça qui est important. Je suis heureuse. Pourquoi? Si j'ai eu un garçon, c'est la stabilité, le point central. La stabilité, l'équilibre, le bonheur. On peut chercher ensuite dans les cosmogonies. La croix est essentielle pour dire tout ça. Donc je l'explique, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais vous voyez comment, à partir d'une femme qui exprime ce qu'elle a dans le cœur, par un tatouage indélébile, voilà, on ne l'oubliera pas. Et elle ne sera pas renvoyée, elle a un garçon. Donc, à travers ces exemples, j'ai pu retrouver dans diverses cosmogonies qu'est-ce que c'est que cette croix que vous voyez sur les visages tellement bien. Vous voyez? C'est magnifique. Hein? Et je la trouve aussi bien sur des visages de Tougourt que sur des visages de Biskra, ou des Aurès, disons. Et elle est partout. Elle est dans les tapis, elle est même le fondement de la disposition, de la décoration d'une poterie. Si c'est un plat, d'ailleurs, un plat, c'est rond, ça donne déjà l'équilibre, la beauté, etc. Et une femme, avant de commencer, elle commence par tracer, par délimiter sur ce rond, sur ce... elle va délimiter très également les quartiers à dessiner. Peut-être elle laissera ensuite cet axe sans le dessiner, sans lui ajouter. Mais souvent, quand elle a fini, elle va orner, on n'a pas de plat ici, mais on en a à la maison, elle va orner ce symbole au bout, en général, par des triangles, par des rectangles, non, des rectangles jamais, par des triangles. Mais ce qui est important, c'est la recherche de cet équilibre. Voilà. Donc, il m'a semblé que référer ce travail aux peintures murales, où j'ai trouvé quelques explications à travers les études du père de Wulder, qui est bien connu, pour son étude des peintures des Ouadia, et les poteries. Les poteries sont aussi un point de départ pour comprendre ce que sont ces signes féminins. Or, on sait bien que les peintures murales ne sont pas réalisées par des hommes, ni les poteries modelées. Ce sont les poteries tournées, où ils reprennent, eux. Mais l'origine, ce sont les poteries modelées, et c'est le travail de la femme.
C'est pas seulement un travail, hein, c'est de l'art. Donc, je me suis dit, bon, maintenant il faut qu'une fois que j'ai lu, que j'ai rassemblé des données, il faut que je rédige. Et pour être comprise, il faut que je rédige brièvement. Quelqu'un me disait, tu sais, là où tu as fait un paragraphe, d'autres en auraient fait 3 ou 4 pages, ce qui t'aurait donné un livre plus épais. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de sauver de l'oubli ou de la destruction ce corpus. Je n'élargis pas, je ne suis pas spécialiste, comme a dit Khaled. Je m'investis à valoriser ce corpus. Voilà mon but. Comment j'ai trouvé le titre? Un matin, ça, je me lève. Bon, mon premier titre, c'était le Houchem. Ça parle ou ça ne parle pas? Mais ça ne dit pas ce qu'est le Houchem pour la femme. Et je me suis dit, mais c'est une décoration, et c'est une appartenance, et c'est une expression profonde de l'identité. Donc, voilà, beauté et identité féminine. قبل كان نفوك مسلايا لوسيان ولي مزيد طاس ذي كتاب ثني تمسلايا في لا ديس دو لا فيكونديتي تانيت تفهمض بلي تانيت الا ذا شوك شودن لا كولتور بربر زعما تفهمض كان كيكري مسلايين في سماكيني يقيلان تانيت. Justement, ce que j'ai dit être très important comme symbole sur le front, depuis les années 1600 à peu près, on trouve ce mot albarnous en Espagne, albarnoz en Espagne, dans la, disons dans la pratique andalouse. Et ça désignait effectivement ce tatouage sur le front. Ça m'a posé un problème, si bien que j'ai cherché beaucoup d'où pouvait venir ce qui, bien après l'origine de ce dessin, s'est appelé Barnous. Barnous à cause de sa forme, Barnous à cause de l'idée que ça peut revêtir. Et je me suis posé la question, est-ce que Barnous est un signe masculin de protection et qui dirait, voilà, l'homme est au-dessus de moi? Pas du tout. J'ai été détrompée par ça en regardant des momies et en regardant des dessins par terre dans des mosaïques de Tunisie, de Carthage. Et ce signe n'était pas appelé Barnous, mais signe de Tanit. Tanit. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est Tanit? J'ai cherché moi-même et j'ai trouvé effectivement les illustrations de ce que on peut appeler, avec son évolution, le signe de Tanit. Le signe n'est pas la déesse elle-même, c'est un signe. Or, le signe de Tanit représente, dans la plupart du temps, une tête, un personnage, un peu, une représentation, je dirais un peu anthropomorphe, c'est-à-dire humaine. Souvent avec les bras écartés, quelquefois avec les bras relevés, quelquefois avec, disons, une base, et quelquefois tout droit. Vous voyez par exemple ici, finalement, elle s'était posé la question elle-même, parce que signe de Tanit, point d'interrogation. Donc, elle avait bien sorti ça de quelque part. Ça m'a orientée pour la recherche. Voilà par exemple un signe sur le front qui est vraiment le signe de Tanit. Or, le signe de Tanit renvoie au mot Tanit. Alors, je me suis posé la question et j'ai fait tout un paragraphe. Qui est Tanit? Tanit est d'une déesse de plus de 3000 ans avant notre ère. Ça remonte loin, n'est-ce pas? À la période phénicienne, à la période sumérienne, avec le dieu Amon. Et c'est la déesse de la fécondité, la déesse protectrice de la vie. Et vous voyez pourquoi on est passé d'une forme anthropomorphe à celle-ci, qui lui est voisine, mais pas tout à fait. Et bien sûr qu'il y a une correspondance entre ces deux. Et tout ça est appelé, depuis très longtemps, Barnous. Dans Barnous, je dis ce n'est pas un signe masculin, pas du tout. Ça ne fait pas référence à l'homme comme on pourrait le croire, mais
c'est lié au symbole de Tanit qui est protectrice de la vie. Et c'est pourquoi, de temps en temps, dans les signes de Tanit, dans le signe de Tanit ou dans ce que j'ai appelé, comme c'est dans le livre Barnous, on trouve le signe W ou le signe M. Ça a posé question à Eliane. Pourquoi tous ces signes M? M décoré, M plus écarté, M à l'envers. Ah. Et ça existe, vous le voyez, ce M. Je l'ai appelé forme M parce que ça n'a pas de nom. Et pour trouver le sens de cette forme M qui était ajoutée à Barnous, je me suis dit, c'est sûrement en rapport avec la vie, puisque c'est lié au signe de Tanit. Tanit étant la déesse de la vie. Pour juste une parenthèse, j'ai cherché dans le dictionnaire du Père Dallet s'il y avait une racine qui avait rapport à ça. Et j'ai trouvé, effectivement, dans les appellations actuelles des petites filles, on aime bien ce prénom, Tanit, Tinette. Hein. En fait, dans le dictionnaire du Père Dallet, il y a un ancien verbe qu'on emploie très peu, puisqu'il a rapport qu'aux femmes, et qui est le verbe init. D'où vient le nom Tinit, Tanit, Tinette. Et il veut dire être enceinte. Donc, la femme enceinte, c'est la gardienne de la vie, celle qui promeut la vie. Donc, vous voyez le lien entre un très ancien verbe kabyle, disons-le, kabyle, et ce signe qui nous vient de si loin. J'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement expressif, que, j'en ai fait un chapitre. Voilà. وقبل أن نهضر ثقارة نزمر غادي نض كريم سلاين لو ديرنيي مو لوسيان. Le dernier mot, c'est que... Le dernier mot, c'est l'anayam les télénotes de Yal TV. Voilà, تمسلاي داست مازيغ. Oui, mais d'accord, mais d'abord je vais dire le dernier mot par rapport à ce livre. Quand j'ai écrit, disons, l'avant-propos, ou l'introduction, non, l'avant-propos c'est l'introduction. Quand j'ai écrit l'introduction, j'ai fini par « je dédie ce travail ». Je dédie ce livre. Je crois que c'est à la fin. Contenu de la méthode. Ah, je ne le trouve pas, mais il y est quelque part. Hein. Autrement dit, je dédie ce livre, même si je ne le cite pas directement, à tous ceux et celles qui font l'effort de cette acculturation et de mettre en valeur cette langue si riche, qui peut exprimer encore aujourd'hui tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons. Et je le dédie aussi à ceux qui, pas seulement la prennent et respectent ainsi ceux qui la parlent, mais à tous ceux qui s'investissent pour la sauvegarder et au-delà la promouvoir. Ça, c'est ma dédicace. على خاطر شغل شغل مقال إلاق هذا فهمن يمشطوحن دي المزيان تمازيغت تقبيليت زين يلهن زين يفهمن يس أشوغلن دقولنسن. Ça va? تنمير تمقران تليسيان أرثا قارنا تنمير. إن شاء الله ما يبقى.